Donc pourquoi je suis retourné en Russie et pourquoi j'ai produit ce reportage qui finalement, aussi étrange que ça puisse paraître, est neutre. C'est pas un reportage qui est pro-russe, c'est un reportage qui montre la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle également que certains ont voulu la cacher. Et pour des pays comme Belgique, Italie, Espagne, France, on a besoin du gaz russe. C'est-à-dire que l'Union européenne ne peut pas arriver en disant on vous interdit absolument d'importer le gaz russe, sinon on coupe court à notre système industriel. Chers abonnés d'Omerta, bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un copain, Monsieur Tom Benoît. Bonjour Charles, Merci de nous rejoindre. plaisir. Tout le monde te connaît, mais je te présente quand même pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de te connaître. Sûr. Tu es analyste économique, entrepreneur et tu es directeur de la rédaction de la publication de Géostratégie. C'est un magazine qu'on peut retrouver sur ton site internet. Absolument, en ligne. Géostratégie.com. Absolument. Parfait. Avant de démarrer cet entretien, ou plutôt en guise d'introduction, Ouais. je vais te demander de commenter, et tu as d'ailleurs contribué, le magazine, le dernier numéro du magazine Omerta consacré au Mais je duo, découvre la une en même temps. Hein. voilà, au tandem Trump-Poutine. Trump-Poutine à l'assaut de l'Europe. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que cette couverture? Spontanément, je ne sais pas si c'est autorisé de le dire, c'est la virilité. Tu peux tout dire. C'est les deux patrons de grandes puissances du monde, mais qui ne sont pas gangrénés en quelque sorte par une forme de wokisme. Je crois que c'est ce qui fait vraiment la distinction aujourd'hui. C'est qu'il y a des puissances dans le monde qui sont, donc la Russie aujourd'hui ou les États-Unis, qui se rejoignent un peu, mais qui ne sont pas... Bon, je ne m'inscris pas du tout, moi, dans l'idéologie qui est que Trump soutient Poutine, il y a un duo Trump-Poutine, pas du tout. Il y aura de la réelle politique, par contre, qui va être faite entre Trump et Poutine. Mais c'est deux personnalités qui rejettent une forme de féminisation de la société. Attention, pas. Tu sais ce qu'on dit sur les femmes russes, d'ailleurs, c'est que les femmes russes sont féminines et qu'ailleurs, elles sont féministes. La différence entre les deux. Je crois que c'est de là une vision assez convergente de ces points de vue. Alors, tu parlais de la Russie il y a un instant. Tu rentres justement de Russie. Tu as réalisé un reportage. On peut te suivre. Donc, d'abord, on le trouve sur ta chaîne YouTube. Absolument. Ouais. Et on peut te suivre dans tes pérégrinations à Moscou. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as La décidé jeunesse, de retourner en Russie et pourquoi avoir filmé, puisque ce n'est pas ton premier déplacement, pourquoi cette fois-ci en avoir produit un reportage? Pour une forme d'agacement, encore, comme tu le sais, moi je suis profondément souverainiste et nationaliste, et j'ai pas peur de l'afficher, de le dire, hein, le nationalisme est interdit, moi je pense que le nationalisme est primordial et que c'est une forme d'intégrité, mais à échelle nationale, c'est au même titre que la fiabilité qu'il peut y avoir dans les affaires. C'est Warren Buffett qui disait sur la vie des affaires, quand je salarie quelqu'un, je veux qu'il soit intelligent, énergique et intègre. Parce que s'il a les deux premières qualités, mais pas la troisième, à un moment ou à un autre, il me doublera. Et l'intégrité à échelle politique, c'est le nationalisme. C'est-à-dire, c'est le fait de se dire, je sais qui je suis, je sais où je vais, et je sais ce qui peut aller dans la bonne direction pour moi. Et c'est ce qui sauve la Russie aujourd'hui. Je vais répondre à ta question ensuite, mais je veux dire en préambule, ce que je veux dire, c'est que ce qui frappe quand on arrive en Russie, c'est ce que je dis dans le reportage, c'est qu'il y a la puissance politique, il y a l'énergie de la puissance politique, mais pas au sens de l'asservissement, parce que la puissance politique en Europe aujourd'hui, c'est quoi? C'est Bruxelles en France. C'est pas notre politique, Bruxelles. Moi, je n'ai pas élu, au contraire, les Français ont plutôt dit non à l'Union européenne, ils n'ont pas dit oui. Il y a la puissance de l'industrie, la puissance de l'énergie, gros pays exportateur de gaz, gros pays exportateur de métal, quatrième exportateur d'acier, de palladium, il y a cette puissance industrielle en Russie. Et il y a la puissance économique. Et tout ceci fait justement le nationalisme. Parce que les gens savent ce qu'ils possèdent, savent ce qu'ils ont à exporter, à offrir aux autres, à donner au monde, et savent également qui ils sont au sens politique. Donc pourquoi je suis retourné en Russie, pourquoi j'ai produit ce reportage, qui finalement, aussi étrange que ça puisse paraître, est neutre. C'est pas un reportage qui est pro-russe, c'est un reportage qui montre la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, mais telle également que certains ont voulu la cacher. Et les Russes n'ont pas de rancœur. Quand tu retournes en Russie aujourd'hui, tu pourrais dire en tant qu'Italien, Français, Allemand, est-ce qu'on va être bien accueilli? Parce qu'on martèle tellement de sottises, pour être poli, dans les médias, qu'on pourrait penser qu'ils aient une rancœur. Pas du tout.
Parce qu'ils savent que l'Union européenne aujourd'hui et que les États européens sont gouvernés par des chefs d'État qui ne sont pas représentatifs de leur population et qui cachent, Moscow City par exemple qu'on a montré, qui est un hub aujourd'hui financier très moderne, qui cache tout le faste également de la vie des affaires à Moscou, qui se fait un peu comme ici, il y a une trentaine d'années, mais dans le bon sens du terme, je veux dire avec beaucoup de dynamisme. J'ai rarement vu autant de business qu'à Moscou. À Dubaï aujourd'hui, tu passes dans le hall d'un hôtel, tu vas dans un café, tu fais des affaires comme ça, un peu comme on les faisait précédemment, mais ça ne se fait pas à Paris. La vie des affaires à Paris, elle est à quel niveau aujourd'hui? Elle est à zéro. Et je regarde même la bourse de Paris, je faisais une vidéo il n'y a pas longtemps, je sens sur les introductions à la bourse de Paris, elles sont réduites à néant. Et c'est pas le cas à Dubaï, c'est pas le cas à Moscou. Et à Moscou, il y a encore des entrepreneurs qui font leur vie comme ça. Donc il y a une vie de business qui méritait d'être montrée parce que la caméra fixée finalement de beaucoup de chaînes de télévision, je vais être pas la pire aux chaînes de télévision, mais sur une église orthodoxe, avec un coupement de caméra où on passe avec l'armée de la Corée du Nord finalement qui marche au pas, ça donne une image auprès de la population française qui n'est pas du tout représentative de Moscou. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est montrer, on énonce le nom de Poutine dans le reportage une seule fois, je crois, et on a voulu montrer les projets qui sont en cours, on va y revenir, tu as des projets sur Arctique 2 par exemple, Novatec, sur l'énergie, sur l'acier, sur la construction, ça reste que la consommation d'acier à Moscou, annuelle, c'est 2 fois la consommation d'acier de Dubaï. Je crois que tu connais Dubaï comme moi, ça construit à tour de bras, Dubaï. Donc je parle de construction parce que la consommation d'acier est étroitement liée au marché de la construction. Puis dans une tour, il y a du béton, il y a beaucoup d'acier. Donc pour consommer 2 fois plus que Dubaï en acier, il faut avoir une économie colossale sur la machine-outil, sur la construction. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas représenté dans les médias, et ça relève d'une forme de manipulation idéologique, parce que l'idée a été de dire on a mis l'économie russe à genoux. Alors justement, ça tombe bien, tu enchaînes sur la deuxième question. Bruno Le Maire, qui est un énarque qui est passé par tous les cabinets ministériels possibles et imaginables depuis 30 ans, avait dit au début de la guerre que la France et l'Union européenne prendraient des mesures qui mettraient l'économie russe à genoux, venant d'une personnalité, d'un cerveau aussi brillant. Est-ce que tu as pu, est-ce que c'est ce que tu as vu vient corroborer cette déclaration d'intention, ces politiques européennes contre la Russie? Au-delà même de ce que j'ai vu, de mon appréciation personnelle, ou on va dire par rapport à ce que j'ai vu sur place. Il faut regarder les chiffres. Je parlais de Novatec, qui est donc une société qui produit du gaz naturel liquéfié, principalement pour le moment à la péninsule de Yamal. Total d'ailleurs est toujours actionnaire de Novatec à hauteur de 20%, et actionnaire aussi à hauteur de 20% de la péninsule de Yamal. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on pourrait dire finalement pourquoi Total ne vend pas ses actions aussi aujourd'hui? Tout simplement parce qu'ils ne le peuvent pas. Parce qu'on parle des sanctions russes, il ne faut pas oublier que les Russes ont tout gelé également, hein, les sanctions européennes sur la Russie. Nous, on leur a gelé leur compte issu, ils ont tout gelé également. Ils ont dit, vous avez des actions de sociétés russes, et vous êtes américain, européen, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire qu'à la MOEX, aujourd'hui, tous les Américains qui avaient investi, parce qu'à la bourse, la MOEX, qui est à la fois l'opérateur et l'indice, nous, on a le CAC 40 et Euronext, en Russie, c'est un peu différent. Il y a un indice qui est à la fois l'opérateur, la bourse de Moscou. La bourse a moins d'importance à Moscou qu'ici ou aux États-Unis. Mais il y avait beaucoup d'Américains qui avaient investi sur des sociétés russes. Ils n'ont plus le droit de vendre, ils sont gelés au même titre. Ils ne peuvent plus sortir. Donc, quand on dit, là aussi dans le narratif, les sanctions européennes, il ne faut pas oublier que ces sanctions, premièrement, elles sont appliquées dans une mesure assez légère, parce que par exemple, si on parle de Yamal, donc sur le gaz naturel liquéfié, 54% de la production de Yamal, de gaz naturel liquéfié, est achetée par qui aujourd'hui? Par l'Union européenne. Encore aujourd'hui. Donc ce qu'il faut quand même rappeler, et on tourne autour du pot, c'est-à-dire que quand je dis on, c'est l'Union européenne et les bureaucrates de l'UE, en créant de nouveaux trains de sanctions systématiques encore cette semaine. Je lisais sur les réexportations, par exemple. On va empêcher les réexportations dans les ports européens du gaz naturel liquéfié russe, sauf sur les contrats qui étaient déjà en cours jusqu'à telle date.
Et puis, par contre, on ne va pas empêcher surtout la consommation. Si c'est pour la consommation locale, on en a besoin, donc là, on ne va pas l'interdire. Ça veut dire que s'il faut du gaz naturel liquéfié russe en Espagne, en France, là, on peut le faire venir parce qu'on en a besoin. Donc, tu vois ce que je veux dire? Quand Emmanuel Macron dit il y a 15 jours, avant la première rencontre entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, qui met un espèce de coup de pression à Poutine en disant s'il n'y a pas de cessez-le-feu, on va prendre de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. On pense évidemment au secteur énergétique. Ce que tu es en train de dire, c'est que ce sont des éléments de langage, c'est de la communication pure et qu'il n'y a pas de réalité. On peut pas prendre de... Premièrement, il n'y a pas eu de décision. Les seuls pays qui ont été un peu plus carrés là-dessus, on va dire que c'est la Pologne, la Lituanie, l'Estonie. Ces pays-là qui ont pris des décisions à échelle nationale, mais pour des rancœurs qui sont beaucoup plus historiques et qui s'expliquent aussi pour des raisons politiques et géographiques, mais par contre pour tous les autres pays, la Hongrie et la Slovaquie, ça a été à l'opposé, ils ont bien expliqué qu'il fallait du gaz russe et qu'on en avait besoin, et pour des pays comme Belgique, Italie, Espagne, France, on a besoin du gaz russe. Ça veut dire que l'Union européenne ne peut pas arriver en disant on vous interdit absolument d'importer le gaz russe, sinon on coupe court à notre système industriel. Et pire que ça, c'est ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est l'Union européenne qui exclut, avec les Américains, de SWIFT les banques russes, et qui va signer des dérogations en disant quand on vous achète du gaz, il faut quand même qu'on puisse faire passer des paiements, donc on signe une dérogation, là vous avez accès à SWIFT et on fait passer un paiement. Donc il y a une hypocrisie gigantesque qui fait qu'aujourd'hui l'Union européenne cherche des subterfuges pour, comme tu le disais très justement, des éléments de langage, justifier qu'il y a des trains de sanctions, donc il y a le 17e, il y a le 18e, tout à l'heure il y aura le 40e train de sanctions, mais qui s'applique finalement à un champ qui n'a pas d'importance, parce que sur la réexportation, lorsqu'on dit aujourd'hui à des Russes, on va vous empêcher d'envoyer du gaz, par exemple dans des ports français ou à Rotterdam, et pour que ce gaz passe directement d'un navire à un autre et qu'il soit réexporté en dehors de l'Union européenne. Ça, c'est interdit. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les Russes? Ils vont le faire passer directement par un autre port russe, et puis après, très directement, vers la Turquie, l'Asie, et puis ils se passeront totalement de l'Union européenne, et ce sera l'Union européenne qui sera en dehors du jeu. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on cible finalement, pour créer des éléments de langage, des business qui n'ont pas vraiment d'importance, parce qu'à la rigueur, la réexportation par l'Union européenne, c'est ni intéressant spécifiquement pour l'Union européenne ni pour la Russie, ça peut se faire différemment, c'est marginal, mais par contre, sur la consommation, elle n'a fait qu'augmenter. Les importations de gaz naturel liquéfié, mais même sur des médias alternatifs, on a beaucoup entendu le passage du gaz naturel liquéfié par l'Inde, mais c'est pas seulement par l'Inde, c'est directement, et du pétrole, c'est directement depuis la Russie vers les pays de l'Union européenne, parce qu'on en a besoin. Alors la question qui va se poser aujourd'hui, c'est, puisque les politiques européens sont butés, moi je voudrais bien être au pouvoir, j'y suis pas. Donc voilà, si j'étais au pouvoir aujourd'hui, première des choses que je ferais, parmi les premières, ça serait de créer une cellule justement de réinstauration des relations entre la France et la Russie pour pouvoir restructurer tous les échanges, que ce soit avec les groupes comme LVMH ou les autres. Il y a des boutiques de luxe au GOUM à Moscou avec des petits panneaux. Suite à des contraintes techniques, nous sommes dans l'impossibilité de vous fournir le service que nous vous proposions jusqu'à présent. Donc ce serait de pouvoir sceller de nouvelles relations durables, parce qu'il va y avoir un travail énorme à faire avec ça, et que plus le temps passe, plus ce travail va être compliqué à faire. Parce que les Russes font plus confiance aux politiques. Tu parles du secteur bancaire russe. Quel impact la plupart, mais pas toutes, ont été coupées du système SWIFT, donc qui permet les transferts d'argent internationaux? La seule qui n'est pas vraiment, c'est Gazprom Bank aujourd'hui, finalement. C'était Sberbank aussi qui avait encore accès jusqu'en 2023-2024, et là, c'est Gazprom Bank qui a... Justement, quel est l'impact sur les banques russes de ces sanctions, de la coupure du système SWIFT, et est-ce qu'elles arrivent encore à financer l'économie russe massivement? Oui, elles arrivent à financer l'économie russe. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un paradigme qui est tout à fait différent. Il faut oublier tout ce qu'on connaît en Europe. Il y a 20% de taux d'intérêt en Russie aujourd'hui. Nous, avec 20%, on ne résisterait pas. Les Russes résistent, parce qu'il y a une vélocité de la monnaie qui est beaucoup plus élevée. Ça veut dire que l'argent change de main beaucoup plus vite en Russie. Il y a eu un rapatriement des capitaux qui a soutenu l'économie russe aussi, c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que l'immobilier est principalement de luxe
tous les hôtels particuliers, par exemple, à Moscou. Je dis pas dans les beaux quartiers, parce que Moscou, il n'y a pas la même logique de quartier qu'il va y avoir à Paris ou dans des villes européennes. Il y a une logique de bâtiments. Il y a de beaux bâtiments, il y a de belles constructions où les prix au mètre carré vont monter à 40 000 euros parfois. Ce qu'on voit à Monaco, mais ce qu'on voit même pas à Paris. Et tous ces biens immobiliers ont pris une valeur phénoménale depuis 2020-2022. Et quand je dis phénoménal, c'est plus 30, plus 40% depuis 2020, hein, sur beaucoup de biens, pas dans des situations marginales. Et ça, c'est lié au rapatriement des capitaux. Rapatriement des capitaux qui est lié à quoi? Ce que je disais en préambule, le nationalisme. C'est-à-dire que le Russe aujourd'hui qui était à Monaco, qui était à Antibes ou ailleurs, et il y a la guerre qui est déclarée, Poutine explique qu'il faut, Vladimir Poutine, rapatrier des capitaux en Russie. Ils arrivent, ils rapatrient leurs capitaux, ils le placent dans de l'immobilier russe, mais ça n'arriverait pas avec la France d'Emmanuel Macron, entre guillemets. Pourquoi ? Ça n'arriverait pas avec la France d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron ne représente que l'Union européenne et lui-même, mais certainement pas le peuple français. Si Emmanuel Macron déclare une guerre aujourd'hui, j'imagine peu. J'ai un ami qui est restaurateur, je salue, qui a son grand cru, David Emerlet. On salue David. Voilà, on salue David, je vois. On revient bientôt. Et qui a un restaurant formidable d'ailleurs, et qui fait un carton plein hein, à Moscou, et qui a perdu son beau-frère, et qui me racontait ça donc la dernière fois. Je lui dis, il me dit, mais c'était son choix. Il est parti pour se battre pour sa nation. Mais jamais aujourd'hui, si Emmanuel Macron déclarait une guerre sur un coup de tête, des Français partiraient en disant « je veux défendre la France d'Emmanuel Macron ». C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et sur les capitaux, c'est la même chose. Les Russes rapatrient leurs capitaux parce qu'il le faut pour la Russie à ce moment-là. Donc il y a une économie qui a été soutenue par ces phénomènes. Et deuxièmement, les Russes ont une vision, y compris sur les sujets financiers, qui est utilitarienne. Ça veut dire que le Russe ne raisonne pas comme nous. Le Français, surtout aujourd'hui, le Français fait de grands discours, de gros dossiers qui font des centaines de pages. C'est un peu comme Dubaï, hein, la Russie. Dubaï, aujourd'hui, quand ils font des projets D33, ils veulent doubler leur économie, il y a 10 lignes. Ça veut dire qu'il y a 10 points, ils disent on veut faire ça, on veut financer dans la fintech, il faut qu'on ait plus de plateformes d'échange, il faut qu'on ait ça. Il y a 10 lignes et on comprend très clairement. Ici, il y a des rapports de 125 pages pour nous expliquer que peut-être qu'il y a un peu trop d'islamisme, mais que peut-être pas, ou qu'il ne faut pas vraiment le dire. Et en Russie, c'est exactement la même chose. Ils se retrouvent face à une problématique bancaire, par exemple. Ils sont pas, au départ, ils n'étaient pas fans du Bitcoin, ils considéraient que c'était, à juste titre, je le crois d'ailleurs, plutôt un écosystème américain, l'avait même un peu interdit. Hein. Bon, c'est pas grave, ils comprennent le principe, ils voient que pour le moment, en tout cas, c'est décentralisé, ils peuvent en user. Ils adoptent Bitcoin pour énormément de transactions. Et tu as au troisième étage de la Tour Fédération, tu as un étage intégralement consacré au swap, en quelque sorte, de crypto-monnaie ou stablecoin en devise et en cash pour ceux qui en ont besoin. Et les banques russes collaborent. Ça veut dire que tu vois Sberbank, par exemple, qui va envoyer des fourgons remplis de cash au parking de la Tour Fédération. Tour Fédération, pour ceux qui nous écoutent, qui est un peu la Burj Khalifa, pour ceux qui connaissent Dubaï, de Moscou. Donc elle fait 300 mètres, Burj Khalifa, ça doit être 800, mais c'est la grande tour de Moscou City, qui est le centre financier. Et là, Sberbank envoie des valises de cash pour les Russes qui ont besoin de cash, s'il leur faut du dollar ou s'il leur faut du rouble, et tu as tout un étage à la Tour Fédération, et ça s'est institutionnalisé. Mais en réalité, c'est pas des banques hein, qui font ça, c'est même pas des sociétés de conseil, ça s'est fait par occasion parce qu'il le fallait, et qui vont accueillir gros entrepreneurs, industriels, qui ont besoin de trouver des solutions. Parce que parfois, ils ont encaissé, ils se retrouvent avec de l'USDT, il leur faut du cash, il faut bien faire quelque chose, on ne va pas les laisser. Et ils sont Russes avant tout. Donc parce que la crypto-monnaie est un moyen pour les Russes de contourner c'est un bon moyen. Aujourd'hui, ils n'ont plus accès au dollar. En réalité, ils ont accès au dollar. Mais ils ont accès au dollar par d'autres biais. Et par d'autres pays. Et par le Moyen-Orient aussi. Mais ils ont besoin de laver par moment. Et ça va dans un sens comme dans l'autre, parce que tu vas avoir des sociétés aussi qui vont avoir besoin de roubles. Contrairement à ce qu'on imagine. Mais il y a beaucoup de sociétés exportatrices en Russie aujourd'hui qui ont besoin de roubles. Et elles se retrouvent avec du dollar, parce qu'étant donné que la Russie vend toujours, c'est le narratif qui nous piège un petit peu, c'est qu'on a l'impression que la Russie est au banc des nations aujourd'hui et qu'ils ne vendent plus rien. Donc en réalité, on se dit un peu, du rouble, ils doivent en avoir. En veux-tu, en voilà, entre guillemets, ils ne cherchent pas du rouble, ils cherchent du dollar. Pas forcément, attention, il y a des sociétés, celles qui vendent du métal justement,
elles encaissent encore du dollar, pas même par d'autres pays, ou du yuan. Et après, elles font leur vie en rouble. Donc il leur faut du rouble à l'intérieur. Il faut bien qu'il y ait des écosystèmes qui permettent de changer tout ça. Et ça passe beaucoup par les stablecoins, par les crypto-monnaies. Donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'ils n'avaient pas un plan sur les crypto-monnaies, les Russes, mais ils se sont retrouvés face à une problématique. Et le russe, c'est un savant mélange, je dirais, de l'allemand et de l'italien. Il est romantique comme un Italien, ça veut dire qu'il va s'installer à table et il va, et ça j'ai beaucoup d'amis qui me l'ont dit, c'est vraiment quelque chose de convergent, rire, pleurer, parler, boire pendant 6 heures, ça c'est le déjeuner à la russe, et faire des affaires pendant 6 heures, et il a le côté performant comme l'allemand. Ça veut dire que s'il veut, il peut faire les choses. Mais généralement, l'allemand est précurseur. Il se met à travailler avant même qu'il le fasse. Et donc, le russe a trouvé des solutions. Il fallait qu'il trouve des solutions, ils les ont appliquées, parce qu'ils sont utilitariens. Toi, de ce que tu as vu à Moscou, là, est-ce que tu as constaté des pénuries? Est-ce que tu penses que l'économie russe, je dirais même que les sanctions ont permis à la Russie de se réindustrialiser, de développer son économie? D'asseoir la souveraineté surtout, parce qu'il y avait beaucoup de sociétés comme Amazon par exemple qui prenaient des parts de marché, comme Uber aussi, toutes ces sociétés qui ont été remplacées par des sociétés russes, donc c'est Yandex.Go, c'est Ozon, c'est Wildberries, c'est toutes ces sociétés finalement qui sont russes et qui ont récupéré des appareils de production parfois, ou des secteurs d'activité. Combien il y a eu? Je pense à un entrepreneur allemand que je salue également, qui s'appelle Per Neumann, très smart, comme on dit, dans le côté audacieux, à la russe, mais qui est allemand, mais qui a fait un management buyout pour une société, Neutech, qui travaille principalement dans l'import-export. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré un appareil de production qui était allemand pour des Russes. Mais le secteur d'activité, il était là quand les Allemands l'opéraient. Il est toujours là. Et il est toujours là avec d'autres pays, si c'est plus avec l'Union européenne, c'est l'Ouzbékistan, le Turkménistan. Mais l'appareil est là. Et ça veut dire que c'est les Russes qui récupèrent finalement des appareils de production. Et c'est pour ça qu'on voit, on en parlait même précédemment, des boutiques comme l'Occitane en Provence, ou McDonald's, où on reconnaît encore le rouge écarlate de McDonald's. Mais c'est un alphabet cyrillique. Et puis il y a des hamburgers qui sont préparés par des Russes. Mais c'est la même chose. Et c'est pareil pour Renault. Renault a perdu des fortunes, Société Générale dans la banque a perdu des milliards aussi en quittant la Russie. Il y a une grosse ambiguïté d'ailleurs, parce qu'il y a des sociétés finalement comme Total qui ne sont pas parties parce que ça aurait été trop catastrophique pour Total. Si Total devait quitter la Russie au même titre que Michelin a quitté la Russie, si tant est qu'il l'ait réellement quitté à 100%, pour ainsi dire, sans avoir de solution de repli, parce qu'il y a cette question qui va se poser aussi. Moi, je ne te donne pas 6 mois, 8 mois avant que les relations reprennent, parce que les Américains vont les relancer, les relations. C'est déjà en cours la relation. Mais ça ne va pas se passer. Ce qu'il faut comprendre, ce que les gens ont du mal à appréhender, c'est que les politiques ont mis la Russie et l'Union européenne dans l'embarras, mais c'est le business et c'est les entreprises qui vont les en sortir. Et les gens aujourd'hui s'imaginent que c'est les décisions politiques qui vont signer le glas de la guerre. Dites-vous bien une chose, c'est que les politiques aujourd'hui vous mettent dans l'embarras généralement, mais ne vous en sortent pas. Ça veut dire que ce n'est pas les politiques qui vont décider de dire intelligemment on va reprendre des relations commerciales, non. C'est des sociétés américaines qui vont commencer déjà à commercer à nouveau avec la Russie, et ensuite des groupes européens, Total par exemple, ou d'autres, qui ont des intérêts si importants avec la Russie, qui vont faire appel à des sociétés de fiscalistes également, aux sociétés de conseil, à Dubaï, aux Émirats, aussi en Turquie, parce que la Turquie c'est très efficace pour ça et que c'est encore plus près, Ouzbékistan, Turkménistan aussi, tous ces pays-là, donc les pays amis, alliés, friendly, Russes, Union européenne, pour justement analyser le cadre dans lequel on peut reprendre des relations. Ils sont demandeurs. Il y a énormément, moi je ne commerce pas avec la Russie, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas, mais il y a énormément de propositions qui m'ont été faites là-bas quand je suis arrivé en tant que Français, sur les marques. On m'a dit, mais si vous avez, dans des rendez-vous si vous avez des marques aujourd'hui, que ce soit Danone par exemple, ou même le savon de Marseille, dont on peut se procurer les produits par des circuits détournés, dites-le nous, on est acheteurs, parce que la clientèle russe est là. Donc
dès l'instant où les Américains vont reprendre ces relations, il ne faut pas croire que les entreprises russes et européennes vont rester campées sur les mauvaises décisions des politiques. Eux aussi vont chercher des solutions. Qu'est-ce que tu réponds à la critique qui est souvent faite de l'économie russe, qui consiste à dire que le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Espagne, et qu'en gros, la Russie n'a pas les moyens, au-delà de 6 mois, 1 an, de continuer cette guerre. Est-ce que l'économie russe a les moyens de soutenir la volonté politique, géopolitique de Vladimir Poutine? La Russie, en dehors de l'économie comme pays, n'a pas intérêt à être en guerre, comme tous les pays. Et surtout avec un peuple qui est plutôt un peuple frère comme peuple ennemi à la base. Par ailleurs, est-ce que l'économie russe a les moyens de soutenir cette guerre? La réponse, incontestablement, est oui. Et je dirais même malheureusement, parce que ça veut dire qu'étant donné qu'elle n'a pas intérêt à mettre fin à cette guerre, si la communauté internationale telle qu'elle existe encore aujourd'hui malheureusement c'est un peu le cas, ne crée pas les conditions d'apaisement qui seraient nécessaires à la guerre peut quand même durer quelques mois, quelques années de trop, ce qui fera trop de morts à la fois ukrainiens et russes. Ce qu'on regrette quasiment tous, je veux dire, tous ceux qui avons du bon sens, parce que le plus malheureux, c'est quand même les personnes qui meurent aujourd'hui et les familles qui sont endeuillées, et puis la situation qui est paralysée autant finalement pour le peuple ukrainien que pour le peuple russe, dans des régions bien ciblées, hein. Ça se ressent ni à Kiev ni à Moscou. Mais sur le plan de l'économie, la notion de PIB, sur un pays qui est indépendant, sur un pays empire, elle ne peut pas être appliquée. Comment est-ce qu'on peut, déjà quand on arrive en Russie en étant européen, on s'imagine qu'on a un pouvoir d'achat plus élevé. On regarde l'euro et le rouble, on se dit l'euro vaut beaucoup, le rouble vaut rien par rapport à l'euro, donc je gagne des fortunes au change. Est-ce que c'est le cas? Tu connais la Russie comme moi? Non. Et surtout sur les produits de luxe. À la rigueur, sur les produits du quotidien, en effet, il peut y avoir, on va dire, des tarifs un peu moins élevés, ce qui est beaucoup lié au coût de l'énergie d'ailleurs, et c'est l'une des singularités de la Russie. La Russie, à ce niveau-là, c'est l'opposé de Dubaï. Dubaï, il fait très chaud dehors, très froid dedans, parce que c'est climatisé. La Russie, il fait finalement très froid dehors et très chaud dedans, à tel point qu'on n'a jamais froid. Aussi de grande particularité de Moscou. Moscou, c'est une ville, moi, quand je suis arrivé le mois passé, il y avait 25 cm de neige. Et tu sors dans la rue et tu n'as pas froid. Pourquoi? Et le lendemain, après 25 cm de neige, il n'y avait plus de neige. Pourquoi? Parce que la ville est tellement chauffée, et que n'importe quel hall d'hôtel est tellement chauffé, que c'est une ville qui est chaude partout, parce que l'énergie ne coûte pas cher, et notamment le gaz. Donc ce fait que le gaz et le pétrole ne coûtent pas cher fait que les taxis, par exemple, vont être beaucoup moins chers qu'ici en proportion. Mais comme c'est un peu le cas à Dubaï également. On dit régulièrement que Dubaï est cher, mais les taxis sont moins chers à Dubaï qu'à Paris. Donc il y a le coût de l'énergie. Mais par contre, la parité de pouvoir d'achat dans des époques qui sont très mondialisées, comme aujourd'hui, fait que les prix sont réajustés d'année en année. Ce n'est pas les monnaies qui font le pouvoir aujourd'hui, c'est la solidité des économies. C'est-à-dire que s'il y a une économie qui a un point de PIB qui est lié à une industrie, qu'elle fabrique des écrans, qu'elle exporte du pétrole ou autre chose, ou alors un point de PIB qui est généré par une ministre qui a envie de plonger dans la Seine ou la mer d'une capitale, ça n'est pas le même point de richesse. Donc ça veut dire que le PIB, on ne peut pas le calculer comme indicateur de richesse aujourd'hui, avec des économies qui sont très publiques, sur lesquelles les États ont la main et vont générer finalement des paiements qui sont effectués, qui ne représentent absolument pas ni création de richesse, ni création de valeur. Donc l'économie russe est solide en ce sens qu'elle est, on parlait il y a déjà plusieurs décennies de monnaie exportatrice en quelque sorte, de ces monnaies finalement qui sont affiliées à des pays qui exportent de l'énergie. Plus que jamais aujourd'hui, au croisement dans lequel on est des chemins où il y a vraiment une remise à niveau, pour ainsi dire, de tout le panorama économique, où on remet vraiment les choses à plat, les gens sont beaucoup moins naïfs aujourd'hui, hein, et les entreprises vont l'être beaucoup moins à l'avenir. Ça veut dire que le système de l'architecture, comme aux États-Unis, justement, simplement de l'encadrement, la monnaie, la bourse, l'autorité, la crédibilité, c'est fini. Et après que les choses se passent par les crypto-monnaies, par le rouble, par l'euro, par l'or ou par quoi que ce soit, n'importe quel contrat, à partir du moment où derrière le contrat il y a quelque chose de solide, ça va marcher. C'est le monde de demain. C'est pas moi qui l'ai décidé, mais on entre dans une période qui va être un peu impitoyable à ce niveau-là aussi d'ailleurs. Hein, parce qu'il va être beaucoup plus difficile de conserver de la valeur, d'avoir une forme de projection sur plusieurs années ou plusieurs décennies, parce qu'il va y avoir une rapidité réactionnelle de l'économie qui va être sans précédent. Et la Russie, à ce niveau-là, ils exportent de l'énergie et des matières.
Donc ils n'ont absolument pas à s'en faire sur le plan économique. Et c'est tout à fait les décisions qui sont prises aujourd'hui, justement, tu prends une société comme Novatek, justement, de Michelson, qui est une société formidable. Hein. Tout le monde salue d'ailleurs le génie de Michelson, qui est le PDG de Novatek, qui a donc fait ce gisement de Yamal qui puise du gaz naturel liquéfié dans des conditions à moins 50 degrés, qui vont liquéfier le gaz. Il y a un processus de liquéfaction qui est aussi à la pointe de toutes les technologies. C'est ce qu'on a voulu montrer justement aussi, ce qu'on n'explique pas vraiment aux gens, qui se fait pendant l'acheminement du gaz naturel liquéfié. Et c'est donc en continuité de ce projet, il y a Arctique 2 qui est le second volet de Yamal. Quand on a ça entre les mains et qu'on voit que nos ennemis jurés, qui sont l'Union européenne, qui nous disent on va vous mettre à genoux au banc des nations, disent non mais on continue quand même à acheter tout autant de ce que vous produisez à ce niveau-là, et même plus que les années précédentes, on se dit qu'on n'a pas à s'en faire. Ceci dit, politiquement, lorsqu'on parle du secteur énergétique, il y a notamment dans les déclarations d'Emmanuel Macron il y a 15 jours, il revient à nouveau sur cette question de Nord Stream, des pipes, des gazoducs, en expliquant qu'il va y avoir de nouvelles sanctions et qu'en gros, jamais ils seront réouverts. Est-ce que, comment tu vois, dans le secteur énergétique, c'est un exemple, mais comment tu vois les relations, l'avenir des relations entre les pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, la France et la Russie? C'est compliqué à dire parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est en dehors de son corps. Donc on est en train de... Là, on fait la psychanalyse d'un patient qui est anesthésié, en quelque sorte. Donc on se demande ce qu'il est en train de penser, on se demande ce qu'il fait, ce qu'il nous raconte, mais on lui a fait avaler 10 Laxomil et de force, et il n'a aucune faculté, il n'a aucune possession de ses moyens. Et les États de l'Union européenne aujourd'hui existent, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, il y a des entrepreneurs, même comme Bernard Arnault, ça a échappé à personne quand même, qui se montrent de plus en plus téméraire, si je puis dire, de plus en plus audacieux quand même, à l'égard de l'Union européenne, comme d'une Union européenne qui censure les relations commerciales. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. L'Union européenne aujourd'hui génère le maximum de conditions favorables pour que son business fonctionne, c'est-à-dire pouvoir récupérer, alors là maintenant c'est les taxes sur les petits paquets importés de Chine par exemple. Les petits colis à moins de 150 € seront taxés à hauteur de 2 €, une taxe minimale, droit de douane à tour de bras. Comment chercher de l'argent pour faire fonctionner la machine européenne? Je ne jette pas la pierre, ils ont raison, c'est un business formidable pour eux. Si on est commissaire européen aujourd'hui, c'est génial. Si on fait du lobbying également avec l'Union européenne, avec les commissaires européens, c'est très bien. Par contre, pour les États européens, c'est une catastrophe. Donc il y a deux solutions. Soit on continue dans cette direction, et on connaîtra ce qu'a connu un peu l'Afrique sur ces 30 dernières années, mais dans le sens inversé, c'est-à-dire que c'était des pays qui existaient et qui étaient de gros exportateurs. Hein. Il y avait des minerais en Afrique, mais qu'est-ce que ça valait? Est-ce que c'était des pays riches? Non, et finalement, ça n'intéressait personne. Donc ça, c'est ce qui risque de se produire. Soit on a réellement des États européens qui sont repris en main. Après, le problème, c'est que ceux qui pourraient les reprendre en main aujourd'hui, je ne les vois pas. Et surtout, je ne vois pas ceux qui auront l'audace. On manque de gens audacieux en France, et pas seulement sur le plan de l'idéologie, mais sur le plan du cash également. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait un petit groupe d'industriels, là je fais une digression sur l'UE, pas sur la Russie, mais si tu as un petit groupe d'industriels nationalistes en France qui aiment leur pays et qui auraient envie de mettre fin à une forme de dérive à la fois économique, identitaire et politique du pays, et qui se réuniraient pour mettre 30 millions derrière un mec et derrière un mouvement pour essayer un petit peu de reprendre le pays en main, je peux te dire qu'instantanément, ça ferait des émules et qu'il y aurait d'autres grandes fortunes qui pèsent beaucoup plus lourd, qui s'y joindraient, certaines qui ont des chaînes de télévision, notamment, et qu'il y aurait une partie de la population qui suivrait, et qu'elle serait considérable. Parce que veulent les gens aujourd'hui? Ils ne veulent pas de l'Union européenne. Ils veulent pouvoir travailler et gagner leur vie, qu'on leur dise qu'on puisse leur faire une fiche de paye où il va y avoir sur un SMIC peut-être 400 € de prélèvement obligatoire au maximum et que ça s'arrête là. Ils veulent pouvoir avoir des entreprises qui soient taxées à 10% au maximum. Ils veulent pouvoir avoir une identité et une sécurité, comme à Moscou d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'agression à Moscou. Tout le monde s'imagine que les Russes sont des pocherons qui sortent du bar et qui prennent leur voiture, c'est tolérance zéro au volant à Moscou. Personne ne boit aujourd'hui, il n'y a pas un seul conducteur qui boit ne serait-ce qu'un verre de vin avant de prendre le volant. Alors que paraît que c'est clochardisé, les Français sont toujours en train de faire des leçons
Et il n'y a pas tout de le monde, clochard à Moscou. mais quand on se balade à Paris, dans certains quartiers, c'est le tiers-monde. 92% de la population moscovite est propriétaire. Il faut quand même le dire. L'héritage de l'Union soviétique, c'est ça, quoi. C'est pas le communisme. Que du mauvais. Ouais. C'est que le pays a 30 ans. Et Moscou a 30 ans. Et c'est une ville qui est plus libérale que Paris aujourd'hui. Moi, j'aime les villes libérales. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui est beau dans la vie, sur le plan professionnel, je ne parle pas après de la vie de famille, la femme, les enfants, ces choses-là, mais ce qui est beau dans la vie, c'est de pouvoir décider ce qui va nous épanouir et la façon qui va être adaptée pour gagner de l'argent, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Dans un schéma socialiste, c'est très simple, on pense qu'il y a une force de travail à exploiter et qu'il y a des sociétés justement qui sont peuplées de personnes dont il va falloir répartir les tâches, c'est le principe du communisme et du socialisme, qui a handicapé la Russie comme empire justement, qui existait d'ailleurs avant le communisme, et je fais une digression dans la digression qui est également que le communisme au sens URSS des années 50, même antiraciste, respect des femmes, était beaucoup plus positif que le néo-communo-socialo-mondialisme à l'européenne des temps modernes. Et de l'autre côté, il y a les sociétés libérales, comme Dubaï justement, où on dit allez, on a compris, on sait qui on sait ce qu'on accepte, on sait ce qu'on n'accepte pas, donc on est très strict. Dubaï, il n'y a pas un seul vol, par exemple, tu peux laisser un portefeuille plein de billets, avec les billets apparents, personne ne va venir le toucher, tu vas te laver les mains, tu reviens, ça ne va pas bouger. Pourquoi ? Parce que c'est si carré et il y a des sanctions telles que c'est d'usage, voilà, c'est une limite qui est acquise. Et donc à partir de là, il n'y a plus rien à redire et c'est le business qui fait un peu le marché, qui fait la loi. Il y a une question de mentalité aussi. C'est vrai que elle se forme, la les mentalité. Russes comme les Émiratis, il y a une... comment dire, c'est plus clair, c'est plus simple. L'autre jour, c'est bien que tu en parles, j'ai laissé tomber mon passeport à l'aéroport, j'ai pas senti. 20 minutes après, on me le ramenait. Quoi. Ça, à Paris, c'est impensable. Tu laisses tomber ton passeport à Roissy-Charles de Gaulle, c'est terminé. Quoi. Tu oublies ton vol. Et donc, on est quand même à la croisée un petit peu de l'histoire d'une nation, parce que ce qui m'inquiète de plus en plus, moi, c'est pas individuel d'ailleurs, c'est pas parce que je pourrais très bien même ne pas avoir d'activité médiatique. Je suis pas obligé d'avoir des activités médiatiques, c'est pas les médias qui me font gagner ma vie, je veux dire, alors après c'est plaisant aussi, c'est pas désagréable, on va pas s'en plaindre, mais je veux dire, ça attire aussi des ennuis de notre côté, donc j'aurais très bien pu ne pas en avoir. Et faire ma vie internationalement, et même quitter la France, me dire, bon, le pays est occupé, je le laisse tomber, je vais ailleurs, mais on était un pays très vite. Si nos générations aujourd'hui ne se réveillent pas pour reprendre une forme de contrôle, en 15 ans, une nation est éteinte. Perte de la maîtrise de la langue. Les Russes parlent russe en Russie, et ils savent maîtriser le russe. Et les Anglais continuent à parler anglais. En France, qui maîtrise le français convenablement dans notre pays aujourd'hui ? Quelle que soit leur ethnie. Mais même moi quand il y a beaucoup d'Africains qui me parlent, les Africains aujourd'hui francophones maîtrisent, ça n'est d'ailleurs bien souvent un peu comique parce qu'ils ont un accent qui prête à sourire parfois, un français châtié, il s'exprime avec un langage très châtié, surtout, pas de faute de syntaxe, ce qu'on ne fait plus en France quand on est français, y compris sur des plateaux de télévision, à la radio, même les instituteurs, le professeur de français. Donc tout ceci contribue à l'extinction d'une nation. Je veux bien que tout soit international aujourd'hui, il faut parler anglais, tout se fait en anglais, c'est vrai. Mais par contre, à partir du moment où vous avez une Union européenne qui édicte ces règles, finalement, en anglais, les rapports de la BCE, qui est notre banque centrale, sont faits uniquement en anglais, ça veut bien dire que vous n'êtes plus une nation. Ce qui va faire votre loi n'est pas édicté dans votre langue. Mais tu te rends compte du déclin que ça peut être.